Et bonne année! Ce qui est marrant avec le fait de vous laisser des indices en fin de vidéo, c'est qu'on peut voir votre esprit de déduction à l'œuvre. Et on peut voir aussi que vous ne suivez absolument pas les consignes et que vous n'êtes vraiment pas attentif. Parce que quand je vous dis que Black Panther n'est pas le premier super-héros noir à avoir été adapté au cinéma, vous me répondez Meteor Man et Steel. Alors, d'accord, c'est juste en soi. Mais notre chaîne s'appelle Monstres de film, pas film tout court. Meteor Man et Steel, c'est pas des films de monstres. Par contre, Spawn et Blade... Quand Black Panther est sorti au cinéma en 2018, j'ai levé les bras au ciel quand j'ai vu, lu et entendu des gens dire « Enfin un film avec un super-héros noir comme personnage principal !» Alors que des films avec des super-héros noirs, il y en a eu bien avant le DCU et le MCU. Historiquement, le premier fut Meteor Man, sorti en 1993. Mais depuis, il y a eu Spawn, Steel, Blade, Catwoman, Hancock... Attends, Steel et Catwoman, c'est des films nuls! La consigne, c'est de trouver des films avec des super-héros noirs. C'est pas de trouver des films que la majorité considère comme bons. À ce compte-là, des films avec des super-héros blancs, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont à chier. Bref, on n'a pas attendu T'Challa pour avoir des super-héros noirs au cinéma. Dans les années 90, la référence, c'était Blade. Mais un an avant que Wesley Snipes ne botte des culs de vampires, il y a un autre super-héros, enfin plutôt un anti-héros, qui a fait son apparition. Spawn. Le comics Spawn a été créé par Todd McFarlane, un auteur canadien de bande dessinée qui a bossé dans les années 80 et 90 pour DC et Marvel. Dans les années 90, sa notoriété explose grâce à son travail sur la nouvelle série de comics consacrée à Spider-Man. D'ailleurs, il est à l'origine du premier design de Venom. Il n'a pas créé le personnage, hein, attention, mais il lui a donné ce charisme qu'on aime tous et qu'on retrouve pas toujours dans les films. En 1991, il fonde Image Comics, avec 6 autres employés de chez Marvel, et il fait naître un nouveau super-héros, Spawn. La BD est un succès gigantesque pour un comics indépendant. Les produits dérivés se vendent à la pelle, les comics font des recettes monumentales. En 1994 sortira un crossover avec Batman, ce qui assoit définitivement le succès du personnage et le fait entrer dans la cour des grands. Seulement, le manque de régularité de la sortie des comics et le fait que McFarlane s'en désintéresse pour se consacrer à sa société de production et à son business font que la BD prend un sacré coup dans l'aile et que les ventes s'effondrent. Mais dans la période où Spawn était un comics en or, Todd McFarlane a collaboré avec New Line Cinema pour produire un film tiré de son bébé chéri. Spawn est un film fantastique d'action états-unien, sorti le 10 décembre 1997, dont la réalisation a été confiée à Mark Dippé, un ancien directeur des effets spéciaux de chez ILM, qui a bossé sur de gros films, comme Retour vers le futur 2, Abyss, Terminator 2 et Jurassic Park, dans des films plus modestes, comme Paranormal Activity 2 et 3 et Instinct de survie, et aussi pour avoir réalisé un film qu'on a abordé l'année dernière dans Les Monstres de l'été, Frankenfish. Le film commence par des flammes, les flammes de l'enfer, et une voix off qui... Ah! Bah, qu'est-ce qu'il y a? Non mais c'est rien, c'est le chien là qui m'a fait peur. C'est pas un chien, c'est le démon Malebolgia. Ah bon? Je trouve qu'il ressemble vachement au chien moche dans Deadpool et Wolverine. Une voix off donc, qui nous explique que le démon le plus laid des enfers a envoyé un de ses lieutenants sur Terre dans le but de collecter des âmes afin de bâtir une armée pour envahir la boule bleue. Pour ce faire, le clown s'est accoquiné avec Jason Wynn, le patron de la CIA, qui est un vrai méchant, qui écrase ses cigarettes dans un cendrier où il y a des scorpions, et son bras droit, Jessica Priest, c'est une femme fatale qui navigue tout boobs dehors, et qui adore jouer avec sa migale. Tu parles de l'araignée, j'espère. Bah oui, tu veux que je parle de... Oh. Et pour satisfaire les plans de Malebolgia, Wynn charge Al Simons, son meilleur agent, de commettre des actes terroristes un peu partout dans le monde, dans le but de faire monter la peur générale afin que chaque pays vienne lui acheter son Hit 16, une super arme biologique. En comparaison, le virus Ebola ne donne qu'une allergie cutanée. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Simons fait dans la dentelle. Ah oui, discret, oui. Attends, il fait péter toute la tour de contrôle? Et il peut pas juste faire exploser le support de son arme? Vous pouvez faire un travail net et sans bavure? Bien sûr. Le clown est content parce que c'est le bordel dans le monde et que les âmes arrivent par centaines en enfer, et Wynn est content parce que une fois que les enfers se seront déchaînés sur la Terre, il sera riche et puissant. Alors que bon, dans l'idée, si demain les démons et le diable envahissent la Terre,
il y aura plus de monnaie et il y aura plus personne pour obéir au mec le plus puissant. De toute façon, le mec le plus puissant, ce sera le diable. C'est pas compliqué. C'est pour ça, faut jamais pactiser avec les démons, avec le diable, avec les banques. Enfin, remarque. Avec le diable, on peut négocier quand même. Puis il n'y a pas besoin de quittance de loyer. Et comme Malebolgia a besoin d'un meneur pour son armée, Wynne se prépare à tendre un piège à son meilleur tueur. Vous devez nous aider à recruter un soldat hors du commun. Nous voulons votre tueur préféré, Al Simmons. Celui-ci se pose de plus en plus de questions sur le bien fondé de ses actes lorsque son meilleur ami Terence Fitzgerald lui apprend que des civils ont été tués pendant sa dernière mission. Lui va enquêter sur les agissements de son boss pendant que Al exprime son mécontentement à celui-ci. Parce qu'il a beau tuer les gens, tuer les innocents, c'est pas tellement son truc. Vous devez obéir. Ça vous pose un problème, soldat? Oui. Je démissionne. Wynne accepte, mais il lui impose une dernière mission. Celle de faire exploser une usine nord-coréenne bourrée de produits chimiques. Cette mission est d'une extrême importance. Ce sera la dernière. D'une certaine manière, oui. Parce que, après avoir étourdi les gardes... je suis badass. Il se rend compte que c'est un piège tendu par Wynne et sa femme de main. Alors je sais que le terme fait bizarre, mais on dit bien homme de main, pourquoi on dirait pas femme de main? En fait, leur plan vise à faire péter l'usine qui est bourrée de Hit 16 pour voir ce que ça va donner sur la population de la ville voisine. Et évidemment, ils profitent de l'explosion pour se débarrasser d'Al. Savourez votre retraite, cher ami. Ne vous inquiétez pas pour Vanda. Je m'en occuperai personnellement. Al qui va ensuite passer dans un gigantesque cannelloni à la sauce tomate. Et 5 ans plus tard, le voilà qui déboule sur le toit d'une église avec la tronche d'une chipolata cuite plutôt correctement. Et à son réveil, la première personne qu'il voit s'avère être le clown. On dirait qu'on t'a oublié dans le four, l'ami. J'avais demandé bien cuit, pas brûlé. Le grand brûlé descend du toit par l'escalier de service et atterrit dans une ruelle pleine de SDF appelée la Cité des Rats. Il y fait la rencontre de Zach, un petit gars sans domicile qui vit avec son père, et d'un étrange personnage du nom de Cogliostro, qui le suit partout depuis le début du film. C'est d'ailleurs lui la voix off qui nous explique des trucs à propos de celui qu'on va bientôt appeler Spawn. Un nouveau Spawn a surgi des ténèbres. Son corps nécroplasmique est horriblement douloureux. Sa mémoire est altérée. Al retourne chez lui pour retrouver sa femme, mais se rend compte que 5 ans se sont écoulés, qu'elle s'est mariée avec son meilleur ami Terence, et qu'ils ont eu un enfant tous les deux. Ce que lui ne pouvait pas faire puisqu'apparemment il tirait à blanc. En fait, il y a que son chien qui lui est resté fidèle. Sa fille le prend pour un clodo et lui propose une sucette, parce qu'elle est gentille. Et Vanda le prend pour un clodo et ameute tout le quartier parce que, c'est une connasse. Heureusement, le clown sauve la situation en le faisant passer pour son assistant. Je vais te mettre à côté du gratin, ça fera une très belle assiette. Je sais bien qu'il faut prendre le parti d'en rire, même dans les pires situations, mais là, le clown a quand même un humour très noir. Enfin, un humour de couleur. Il le ramène dans la Cité des Rats et lui fait remonter 5 ans de souvenirs entre 2 beignets fourrés à je sais pas quoi, qu'il cale dans son bide après avoir fait de la place. Cache ton visage pendant que je mange. Oups, un beau père. Arrête, tout le monde voit que tu te retiens de rire. Non. Non. La fumée verte. La fumée verte. J'espère que je n'ai pas sali le caleçon. Voyons voir. Il y a des traces. Ah non, ça c'est dégueulasse par contre. Mais avant de lui montrer ses souvenirs, il lui explique clairement dans quel état physique il se trouve. Tu bouffes les pissenlits par la racine. Tu fertilises notre bonne terre. Tu nourris les vers. Alors est-ce que tu as compris? T'es mort! Dans ses souvenirs, il voit Jason Wynne, sa Vanda d'amour, et ah la vache! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mesdames, messieurs, Ushuaïa présente un hachis parmentier vu de l'intérieur. Alors, après son décès par le feu, Al est arrivé en enfer. Il est tombé comme une chipolata dans les braises d'un barbecue. Le patron des lieux lui a alors... Oh, la belle cinématique PS1, hein. Non, sans rire, les mecs bougent comme le public dans les jeux de la WWE. Donc le patron des lieux lui propose un marché, à savoir la possibilité de revoir Vanda à condition qu'il mène son armée sur la Terre et qu'il tue Jason Wynne. Et comme l'envie de revoir sa bien-aimée est plus forte que tout, et aussi le fait qu'il a envie de péter la gueule à Jason Wynne, il accepte. Je vais le retrouver.
et lui faire regretter de ne pas avoir réussi à me C'est tuer. ça. À chaque fois que quelqu'un pète sur Terre, il y a un démon qui gagne une paire d'ailes. Oh, deux paires. Plaît-il? Pour devenir le meneur des enfers, Hal doit devenir quelque chose d'autre. Alors comme rite initiatique, le clown l'emmène voir son propre cadavre enterré avec les honneurs. Qui manque de le tuer. Enfin, qui manque de se tuer. C'est tordu comme truc, ça. Eh, salut, ça va? À ton avis, du con? Oh bah, tu m'as tué? Non, alors, techniquement, je me suis tué. Ah ouais, c'est vrai. Et du coup, ça va? Voir sa propre mort provoque un chamboulement de son néoplasme qui devient bientôt une seconde peau, capable de prouesse. Mais on va voir ça un petit peu plus tard. Et c'est ainsi qu'Hal Simons devient... Grand général des armées. Il récupère le médaillon que Wanda lui avait offert et revient dans la cité des rats où il passe ses nerfs sur tout ce qui bouge. Et il rencontre Cogliostro qui lui dit rien de spécial. Je m'appelle Cogliostro. Je n'en dirai pas plus. Pour l'instant. Ça me tue dans les films, ce genre de personnage qui te donne les informations au compte-gouttes. T'as tout le loisir de lui expliquer qu'est-ce qui lui arrive et qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il peut faire. Mais non, le mec il parle en énigme ou alors il donne 2 phrases comme ça. Dis-lui tout ce qu'il doit savoir, putain! Bah, s'il fait ça, le film dure 30 minutes. Eh bah qu'il fasse une série! Pendant que certains vivent des crises existentielles, d'autres savourent la mise en place de leur plan. À présent, nous sommes fin prêts à répandre le hit 16 sur la moitié de cette lamentable planète. Wynne reçoit ensuite Terry qui lui fait remonter les incohérences dans la gestion des opérations et lui explique clairement que s'il venait à foutre le sbeul dans ses affaires, Wanda et la petite auraient des problèmes. Ils se rendent ensuite à une réception où Wynne rencontre certains de ses clients. N'ayez pas d'inquiétude, messieurs. Notre arme est tout à fait fiable. Nous avons déjà plusieurs commandes qui nous viennent de vos alliés. En vérité, je ne suis qu'un intermédiaire, merci. Mes partenaires sont les bénéficiaires. Pendant que Spawn, de son côté, fait le plein de flingues dans l'armurerie de la CIA. Mitraillettes, fusils à pompe automatique, bazooka, et une fois solidement burné, il interrompt la petite fiesta. Ah, ça, faut reconnaître que ça reste pas mal pour un film qui est sorti il y a 27 ans. Sauf qu'il n'a pas le temps de tuer Wynne. Enfin si, il en a largement le temps, mais il préfère palabrer. Vous m'avez envoyé en enfer. Je viens vous rendre la politesse. Enfin, quoi qu'il arrive, Jessica Priest déboule avec ses 2 gros engins. Je parle des flingues, hein. Comme ce gros plan le laisse suggérer. Donc, il y a bagarre, fusillade, ceinture démoniaque qui empêche les coups de pied dans les glaouis, mais sans surprise, Spawn gagne contre Priest, mais se fait méchamment éjecter de la salle par un tir de fusil à pompe. Heureusement qu'il a ses chaînes pour se rattraper. Comme la police l'attend en bas et le canarde, il escalade les murs avec ses mains ventouses et se camoufle dans sa cape. Ah la vache, c'est vachement bien comme pouvoir ça. Quelle burne. Je suis caché. Comme c'est un boulet, sa cape prend le relais et le ramène à l'église de la Cité des Rats. Peu après, Wynne apprend de la bouche du clown qu'à la demande de Malebolgia, une bombe reliée au Hit 16 sera placée sur le cœur de Wynne. On ne veut pas qu'un rigolo vous refroidisse avant l'heure. C'est une sorte d'assurance sur la vie ou assurance d'essai. Donc, s'il meurt, tout le monde meurt. Pas gay. Peu après, Hal, venu voir une conférence de Wanda, rencontre la petite Sian, et il prend soin d'elle sous les yeux du gros clown qui se tape un délire pom-pom girl. SPAWN, bonitus en fornienne. Sauf que c'est pas du goût de son patron. Et ben moi pareil, à chaque fois que je me déguise en cheerleaders au boulot, je me fais engueuler. Par contre, ce que dit Clown à Malebolgia, je pense qu'on l'a tous dit au moins une fois. Moi c'est lui que vous avez choisi. Quelle drôle d'idée. Ça aurait dû être moi, oui, ça aurait dû être moi. J'ai plus d'ancienneté. Ça vous rappelle les souvenirs? On a décidé de tuer Jason Wade et de répandre le virus. Au passage, si vous vous demandez pourquoi Malebolgia parle mais que sa gueule ne bouge pas, c'est normal. La réponse est dans le comics. En fait, lui et ses rejetons peuvent parler par télépathie. Bon, je suis le premier à dire que si pour comprendre un film, t'es obligé de lire 4 romans et de lire 7 comics, bon, ça sert à que dalle. Mais étant donné que je voulais faire un sketch sur le fait qu'il parle sans bouger la bouche, et que après, en lisant le comics, j'ai compris pourquoi,
bah je me suis dit que comme ça m'a gâché la possibilité de faire un sketch, bah j'allais vous transmettre ma frustration. Les sous-entendus de Wynn envers Terry lui ont tellement foutu les boules que celui-ci retrouve sa femme et sa fille et les emmène en sécurité. Eh bah, il a oublié le chien? Bon, heureusement, son maître le ramène dans la cité des rats. Wynn se fait ensuite ouvrir le cœur sous les yeux de clown qui rappellent le scénario à certains spectateurs somnolents. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu convaincre Wynn aussi facilement de se faire opérer que l'imbécile. Et ensuite j'ai convaincu Spawn de tuer Wynn et donc de répandre le virus. Et va ensuite voir Spawn, qui a appris que son meurtre a été commandité par le cours sur pâte peinturlurée, et ça le fout en pétard. Encore heureux que tu n'aies pas des mitraillettes à la place des yeux. Sauf que faut pas se fier à son apparence de mascotte de fast-food à la térébenthine. Ce n'est qu'une façade. Son vrai visage est celui d'une monstruosité à cornes avec une gueule énorme et un corps filiforme du nom de... Violator! Oui, alors, Violator, ça sonne mieux en anglais qu'en français. Mais en gros, c'est pour dire qu'il est violent, quoi. Parce que sinon... Je suis Bitor. Bite? Oui, beat comme battre en anglais. Je suis celui qui bat les gens. Tu sais, comme just beat it, just beat it. Ouais, non, mais bon, je savais que c'était un nom à la con. Hein. De toute façon, je vais faire une carrière de merde, c'est tout. Je vais pas avoir le choix, tant pis. Violator chope Spawn, mais tous deux dégringolent après que ce dernier ait fait une sélène. Ils font ensuite une partie de cache-cache, et je me demande sincèrement comment on peut louper un truc aussi grand, et la première manche est finalement gagnée par Violator avec un empalement sur grille. Bon, il apparaît clair que Spawn ne maîtrise pas ses pouvoirs. Et qui mieux qu'un Spawn pour apprendre à un autre Spawn ce qu'il peut faire avec ses pouvoirs. Alors Cogliostro devient son formateur. Ces pouvoirs, économise-les quand ils seront épuisés. Tu mourras. Pas de courage, pas de gloire. Bien dit, Optimus Spawn. Donc ça lui prend grosso modo 5 minutes pour gérer son armure, et il part à la bagarre. Il laisse ses armes à Cogliostro, c'était bien la peine d'en voler autant, choure une moto sans la clé et fonce affronter le clown qui se balade avec un camion bourré de produits chimiques. Le vilain lui mène la vie dure, mais avec ses nouvelles capacités, Spawn s'en sort intact et s'autorise même à devenir un butoir épineux pour camion. Chez Vanda. Alors pourquoi chez Vanda? Simplement parce que Terry, soupçonnant Wynn de préparer un coup fumant et une Java du tonnerre, a copié le CD sur lequel se trouvaient toutes les infos sur le Hit 16 et les a transmises aux autorités compétentes. Mais Wynn sait que le petit a fouillé, alors le voilà chez lui avec le clown. Et quand Spawn arrive, la demande de Jason est simple. Maintenant, on ne joue plus. Tu rejoins notre armée ou elle crève. Et comme il répond pas à temps, l'otage est tué. Tu n'as plus rien à perdre à présent. Il y a une lumière verte qui s'échappe de la plaie. Il n'y a pas un moment où tu te doutes que c'est pas elle? En attendant que le clown se démasque, Spawn fait danser Wynn, qui finit par lui annoncer que faut pas trop déconner, parce que si jamais son pacemaker lâche, tout le monde meurt. Alors il pratique une chirurgie du dos sans anesthésie, et sans ouvrir, le tout à l'œil, et il vire l'implant du cœur de Wynn. C'est le moment que choisit le clown pour intervenir. Il cloue Spawn au mur et s'apprête à dévorer Wanda quand Cogliostro arrive. Puis-je vous couper? Le gros se tire en enfer et les deux Spawns vont le retrouver pour mener la bataille finale qui va opposer Violator à... Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y a des gens qui se battent dans une sauce bolognaise ou quoi là? Voilà, là il y a... Ouais, il y a... j'ai l'impression qu'ils se tapent dessus, enfin je sais pas. Là, il y a un mec qui est jeté, c'est... Ouais, ça a l'air d'être le vieux. Là, bolognaise, bouillie. Putain, je comprends rien à ce que je vois. Spawn réussit à vaincre l'horrible monstre sous les applaudissements des âmes damnées et s'enfuit avec Cogliostro qui est un peu mal foutu après avoir été malmené par des pixels. Sauf que Violator n'a pas fini avec lui. Il fait une Freddy Krueger à travers le mur, chope Spawn et essaie de le bouffer. Mais ça va pas se passer comme prévu. Bon appétit.
à me le payer. Mes amitiés à ton patron. Dis-lui qu'il sera le suivant. Bon, on sait bien qu'il est pas mort, mais au moins il va foutre la paix à Wanda et sa famille pour de bon. Comprenant qu'Hal n'a plus sa place avec les gens de son ancienne vie, il élit définitivement domicile dans la Cité des Rats, où il va veiller sur ce monde crado et plein de violence. Je pense que ce film est une surprise pour beaucoup d'entre vous. Soit parce que vous l'aviez oublié, soit parce que vous ignoriez son existence. Mais il a quand même sa place dans l'histoire du cinéma. Parce que c'est quand même un des premiers super-héros noirs adaptés de comics. Quelque part, il existe des super-héros depuis le fin fond de l'Antiquité. Hercule, Samson, Achille, tous sont des héros. Mais selon les standards d'aujourd'hui, ce sont des super-héros. D'ailleurs, la plupart d'entre eux apparaissent dans des comics Marvel et DC. En même temps, quand vous avez du sang de Dieu dans vos veines, vous n'êtes pas un simple héros. Le premier des super-héros modernes à venir au monde est l'un des plus puissants d'entre eux, Superman. Vu pour la première fois en 1938 dans la revue Action Comics de chez DC Comics. Vinrent ensuite Batman, Wonder Woman, Green Lantern et Flash, et du côté de Marvel, il y a eu Namor, la Torche Humaine, puis Captain America. Et au fil des décennies, des centaines de héros vinrent grossir les rangs des deux écuries concurrentes. Et comme les super-héros modernes sont nés aux États-Unis, où la ségrégation était omniprésente, des super-héros noirs, il n'y en avait pas beaucoup. Mais heureusement, les temps ont changé et les fleurs ont fané, et dans les années 60-70, on a vu arriver plusieurs super-héros noirs, que ce soit Black Panther, Luke Cage, le Faucon, ou même le Green Lantern, John Stewart. Depuis, il y en a eu bien d'autres, mais pas que chez Marvel et DC. En 1992, Image Comics est fondée et sort une bande dessinée qui va devenir un succès colossal, Spawn. Et comme un succès de librairie attire toujours l'œil des producteurs, en 1997, Spawn s'était vendu à 80 millions d'exemplaires dans le monde, l'idée de faire un film sur ce super-héros s'est imposée d'elle-même. Et à l'époque, toute l'équipe du film s'imaginait faire le méga blockbuster de l'année. Les bandes annonces vendaient du rêve, d'ailleurs ça date pas d'aujourd'hui, les bandes annonces qui en montrent un peu trop. L'affiche arborait le titre suivant, The Special Effects Movie Event of the Year. Littéralement, le film à effets spéciaux événement de l'année. Vachement prétentieux quand même. Surtout quand on sait que le film est sorti la même année que Le Monde Perdu Jurassic Park et Men in Black. Et ils sont même allés jusqu'à faire un making-of comme Independence Day ou Jurassic Park. T'as Michael J. White qui présente l'envers du décor, qui vante les qualités du film, et on sent qu'il se dit intérieurement, ça y est, c'est ma chance d'être enfin quelqu'un. Là, je suis sur un gros film de dingue, ça va m'ouvrir des portes. Sauf que ça n'a pas été le cas. Encore aujourd'hui, il a une des pires notes pour un film de super-héros. Alors, au final, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Le fait que par moments on ait l'impression de voir un téléfilm, le scénario cliché au possible avec le grand méchant qui veut le monde à ses pieds parce que c'est cool d'être riche et puissant, le fait que son bras droit soit une femme fatale dont le seul but est d'être mis à son avantage devant la caméra, le fait que Michael J. White était peut-être pas fait pour jouer un rôle principal, le fait que l'écriture du film est quand même pas terrible, le fait qu'il y ait des moments ridicules ou mal écrits, sans rire, dans cette scène, il voit pas la lumière verte sortir de la plaie? À aucun moment il se dit que c'est peut-être pas Wanda? Le fait que le film soit vachement soft pour une adaptation de comics bourrin et violent, ou alors ce sont les effets spéciaux qui vous arrachent la rétine avec une pince à sucre pour la plonger dans un bain de sel et de citron, ou alors c'est peut-être les transitions qui font un peu épisode de Scooby-Doo? Ouais. Un peu tout ça, ouais. Après, il n'y a pas que du mauvais là-dedans. L'action est omniprésente, la course-poursuite moto-camion est visuellement sympa et prenante. Le clown pète. Il y a un peu d'humour noir, comme dans le comics. Non, franchement, je trompe personne. Désolé, mais le premier combat contre le violateur, par exemple, il manque de tenue. Il joue principalement à cache-cache. Le deuxième est immonde, on sait même pas ce qu'on regarde. Les gros plans sur Michael J. White qui fait le méchant, c'est ridicule. Et tous les effets verdâtres comme ceux autour de Cogliostro sont vraiment en trop. Le pire, c'est que dans la bande-annonce, ils y sont pas, et ça rend vachement mieux. Et il y a beaucoup de différences avec le comics. Par exemple, Spawn est capable de se téléporter. Dans quelqu'un, notamment. Et il peut balancer des flammes avec ses mains. C'est quand même dommage de pas voir ça. Ouais, mais ça aurait coûté de l'argent de le faire. Ah non, alors, je suis désolé, mais si t'es capable de mettre de la thune dans des scènes de merde comme ça... Tu te souviens de moi? T'es capable de mettre 50 000 $ dans une boule de feu. La mise en scène est parfois superbe. Alors,
elle reprend l'esthétique du comics, donc on peut pas vraiment dire que c'est un trait de génie de Mark Dippé, et parfois elle est imbuvable. Et ça, c'est un trait de génie de Mark Dippé. Les combats sont coupés à la hache rouillée, on voit rien, c'est dégueulasse. Quand il y a les effets numériques, c'est ingérable, et le choix des effets verdâtres autour des pouvoirs de Spawn, c'est très curieux. En tout cas, je trouve que c'est pas si ouf que ça. Bon, il y a quand même des caméos de certains personnages du comics. Alors, il y en a qui sont pas très intéressants, mais il y en a d'autres comme Sam et Twitch qui auraient pu rajouter une vraie dimension thriller et enquête autour des morts que fait Spawn. En plus, ils soulèvent tellement de sales affaires en parallèle de celles qui concernent Spawn que c'est vraiment dommage de les avoir évincés. Ils en sont réduits à être deux flics qui emmènent Wynne au poste de police. Bon, tout ça pour dire que vous feriez mieux de regarder la série et de lire les comics que de voir le film. Spawn a bénéficié d'un budget de 40 millions de dollars de l'époque, ce qui ferait 78 millions de dollars aujourd'hui. Donc en 1997, c'était un beau budget, mais aujourd'hui, ce serait la moyenne basse des budgets moyens. Lors de sa sortie, le film s'est classé 2e aux États-Unis derrière Air Force One, et finalement, il n'avait pas vraiment de gros concurrents. La plupart des gros films qui auraient pu lui faire de l'ombre étaient sur la fin. Men in Black marchait encore pas mal, mais était bien loin derrière lui, et Le Monde Perdu était sur la fin de son exploitation. Mais très rapidement, il a dégringolé et il a été retiré des salles au bout d'un mois. Ce qui n'a pas empêché de faire 87 millions de dollars de recettes dans le monde, dont 54 aux États-Unis. Ce qui est pas terrible. Rappelez-vous, hein, pour définir un vrai succès, il faut compter au minimum 2,5 fois le budget du film remboursé. Au minimum. En France, il est sorti une semaine après Hercule, des studios Disney, et une semaine avant Demain ne meurt jamais. Mais il a tout de même fait 806 000 entrées, ce qui est pas si mal pour un film de ce genre. L'année de sa sortie, les films à gros effets spéciaux étaient Le Monde Perdu, Jurassic Park, Men in Black, Starship Troopers, Mimic, Volcano et Alien la Résurrection. Et ce qui est surprenant, c'est que certains effets sont pas si mal, compte tenu de l'âge du film, mais d'autres sont vraiment immondes. Pourquoi ? Bah c'est simple. Dans une interview, Michael J. White explique que le film devait initialement comporter 70 plans à effets spéciaux. Sauf que les producteurs ont laissé Mark Dippé en faire autant qu'il le voulait. Alors celui-ci a monté le nombre de plans à 375, mais avec le même budget. Et pour ça, il a fallu appeler plusieurs sociétés. Et c'est là que ça pue. Parce qu'ils ont fait appel à ILM pour gérer les plans de la cape, qui était d'ailleurs une prouesse pour l'époque, et c'est vraiment dommage qu'ils aient pas prévu une vraie cape pour les plans serrés où on la voit pas entièrement, ça leur aurait fait gagner du temps et de l'argent, et aussi pour les plans du Violator. Mais pour l'en faire, ils ont fait appel à d'autres sociétés qui ont bâclé ça en quelques semaines avant la sortie du film. Et d'après les dires de Michael J. White, Dippé a même modifié des scènes sans lui en parler. Par exemple, Spawn n'était pas censé enlever le pacemaker de Wynne. Ça a été fait bien plus tard en post-production. Pour les combats, ils ont enregistré les mouvements de Michael J. White avec une combinaison de motion capture afin de les reproduire numériquement et ainsi animer son double en effets spéciaux. Et ils l'ont aussi utilisé pour faire les démons qu'il y a en enfer. Et c'est pour ça qu'ils ressemblent au public des jeux de baston. En plus, le pire, c'est qu'ils ont repris 20 fois les mêmes mouvements. Une fois qu'on s'en aperçoit, c'est mort, on voit plus que ça. Les maquillages et les effets pratiques ont été réalisés par KNB, l'équipe de Greg Nicotero, dont on a déjà pu voir le travail dans Piranha 3D. Ils ont fabriqué un animatronique du Violator de 4 mètres de haut, avec un torse mobile et articulé qui devait être transporté dans le décor en pièces détachées. Il nécessitait 5 opérateurs pour animer les différentes parties de son corps, et une seconde paire de bras a été créée pour les scènes d'interaction avec Spawn, parce que ceux de l'animatronique étaient trop puissants et dangereux pour l'acteur. Ils auraient pu littéralement le broyer. Ce qui est dommage par contre, c'est qu'on voit clairement la différence de mobilité entre la version animatronique et la version numérique. Mais fabriquer un animatronique pour un film, c'est toujours un effort à saluer et à encourager. Michael J. White s'est pas mal donné sur le tournage quand même, parce qu'il a fait une grande partie de ses cascades, notamment celle où il prend feu, scène pour laquelle il était recouvert d'un gel glacé qui était gardé au congélateur pendant 4 jours, mais aussi parce qu'il a énormément souffert. Et garder du maquillage aussi longtemps, ça démange fort, voire même ça file des cloques. Et c'est ce qui est arrivé à Michael J. White. Pour John Leguizamo, qui incarnait Clown, c'était vachement plus tranquille. Bon, il passait quand même 3 heures par jour au maquillage, mais il portait un dentier, des lentilles rouges et un costume d'obèse qui pesait 10 kilos. Et comme Clown est censé être petit dans le comics, Leguizamo a passé une bonne partie de son temps en squat. Et sachant qu'il était lesté de 10 kilos, ça a dû lui faire des cuisses en béton. La bande originale du film a été composée par Graham Revel. On a déjà parlé de ce compositeur néo-zélandais quand on a fait Pitch Black et Shark 3D. Et dont on reparlera puisqu'il a composé les bandes originales de Chucky 2, Une nuit en enfer, La fiancée de Chucky, La nuit des chauves-souris, Freddy contre Jason, Planète Terreur, Les ruines et Riddick. Au niveau des films sans bébête, il a bossé sur Street Fighter, le film Power Rangers des années 90, The Crow, Tomb Raider et Calme Blanc. Mais il a 80 BO à son actif. Par moments, son travail sur Spawn me rappelle un peu celui de Marco Beltrami, mais en moins marquant. La bande originale est un mélange de morceaux nerveux et de thèmes lugubres, accompagnés de voix féminines funestes.
On oscille entre la violence et le chaos et la détresse d'Hal qui a tout perdu et qui oscille lui aussi entre le désir de vengeance et l'envie de faire le bien dans un monde trop sombre. L'ambiance est vraiment réussie, mais le problème c'est que ça reste de l'ambiance. J'ai l'impression que Ravel ne veut pas donner de thème à ses personnages. Ou alors s'il y en a, on les entend vraiment très discrètement. Même le générique du début et le générique de fin ne se ressemblent pas. Mais ça n'empêche qu'il y a des morceaux qui sont badass. Et si on ajoute à ça le fait que la BO est surmontée d'une bande-son composée de chansons de groupes de rock et de métal, entre autres Metallica, Korn, Slayer et Marilyn Manson, on peut dire que le film est plutôt bien foutu niveau musique. Bon, je suis pas fan de l'électro, hard rock, tout ça, mais je dois avouer que dans certaines scènes, ça passe très bien. Le casting maintenant. Je pense sincèrement que Michael J. White s'imaginait être propulsé sur le devant de la scène grâce à son rôle de Spawn. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il a commencé comme coordinateur des combats dans les films Toxic Avengers 2 et 3, a ensuite joué des petits rôles dans Universal Soldier aux côtés de Van Damme, ainsi que dans Terrain Miné et Hors Limite aux côtés de Steven Seagal. Et si on oublie Spawn, il a joué dans beaucoup de directs DVD, comme Never Back Down 2, qu'il a aussi réalisé, Un seul deviendra invincible 2 ou encore SWAT Under Siege. Et il a même eu un petit rôle dans The Dark Knight de Christopher Nolan. Et il est ceinture noire dans 7 arts martiaux. C'est énorme. Je vais vous les lire parce que je suis incapable de les retenir. Il y a le karaté Shotokan, le taekwondo, le kobudo d'Okinawa, le goju ryu, le tang sudo, le kung fu wushu et le kyokushinkai. Le mec, rien qu'en soufflant, il te pète un bras. Et Steven Seagal dit que c'est un charlot. John Leguizamo, qu'on reverra sur la chaîne quand on parlera du Territoire des Morts, a une longue carrière commencée au milieu des années 80 et qui est riche de tous les genres. Il a joué dans Outrage de Brian De Palma, que je vous conseille, L'Impasse, 58 minutes pour vivre, Ultime Décision, Roméo plus Juliette, Moulin Rouge. Les plus jeunes se rappelleront de lui dans Kick-Ass 2 et John Wick. En VO, il est la voix de Sid dans la saga L'Âge de Glace, et il a joué dans Super Mario Bros, qui fit l'objet du premier épisode de Crost. Le vétéran du film est Martin Sheen, père de Charlie Topper Harley Sheen, et d'Emilio Gordon Bombay Esteves. Bon, c'est aussi le père de Ramon et René Esteves, mais les deux ont des carrières vachement moins importantes. Du coup, j'en parle pas. Et je suis sérieux, hein. Ramon Esteves, par exemple, il a joué dans Alligator 2. C'est dire le niveau. Il a connu la consécration grâce à Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, et a joué pour et avec du beau monde en plus de 56 ans de carrière. On l'a vu dans Nimitz, Retour vers l'enfer, Dead Zone, Wall Street, dans lequel il jouait avec Charlie Sheen. D'ailleurs, il y a un petit clin d'œil au film dans Hot Shots 2, Arrête-moi si tu peux, Les Infiltrés. Il était Oncle Ben dans The Amazing Spider-Man, et il a joué dans un nombre démentiel de séries. Sans rire, je pense que c'est l'acteur qui a le plus grand nombre d'apparitions dans des séries de tous ceux dont on a parlé jusqu'à présent. Et son rôle le plus conséquent était celui du président dans la série À la Maison Blanche. N'empêche, en comptant Spawn et Dead Zone, ça fait quand même 2 films où il essaye de détruire le monde, hein. Teresa Randall était Teresa dans la saga Bad Boys. Je me rappelle aussi de son petit rôle dans Le Flic de Beverly Hills 3, mais elle a aussi joué dans Space Jam et Malcolm X. On a pu voir Daniel Sweeney dans Memphis Belle, Taken 2, le tout récent Megalopolis, et il était la voix d'Aladar dans Dinosaur, en VO évidemment. Melinda Clarke a joué dans Le Retour des Morts Vivants 3, mais a surtout joué dans des séries. Nicole Williamson est connue d'une carrière théâtrale qui aurait pu être grandiose s'il n'avait pas été un peu imprévisible et violent avec son entourage. Au cinéma, il est connu pour avoir joué Sherlock Holmes dans Sherlock Holmes Attaque l'Orient Express, Petit Jean dans La Rose et la Flèche, et Merlin dans Excalibur. On peut noter la présence furtive de Michael Papa John, le mec qui a tué Oncle Ben dans les films de Sam Raimi. Quant à Miko Hughes, on a pu le voir tout petit dans Un flic à la maternelle, puis plus tard dans Freddy sort de la nuit, Apollo 13 et Code Mercury. C'est vraiment dommage que Spawn n'ait pas eu plus de succès et qu'il n'ait pas un petit peu plus marqué les esprits. Parce que, au vu du nombre de comics et d'arcs narratifs différents qu'il y a, on aurait pu avoir 7 ou même 8 films. Mais bon, le sort en a décidé autrement. Après, vraiment le côté positif d'avoir vu Spawn, c'est vraiment dommage que Spawn n'ait pas eu le succès escompté et qu'il n'ait pas plus marqué les esprits. Parce que, au vu du nombre de comics et d'arcs narratifs qu'il y a dedans, on aurait pu avoir 7 ou 8 films. Mais bon, le sort en a décidé autrement. Après, le côté positif d'avoir vu Spawn, c'est que ça m'a fait découvrir le comics et la série. Et franchement, si vous aimez cet univers sombre et violent, je vous les conseille vraiment, parce qu'ils sont vraiment très bien.
Bon, je vous donne l'indice pour le prochain épisode, alors soyez attentifs et lisez les consignes. Je ne veux pas voir de commentaires what the fuck. La prochaine fois, on va voir un film qui n'est pas adapté d'un comics, mais qui compte quand même 7 suites. Seulement, on aurait pu s'en passer. Mais bon, le premier est quand même un film qui donne le smile.